bienvenue pour cette dernière conférence ici dans cette salle. Alors, cette conférence va traiter d'un sujet qui est assez actif pour le moment. Transactions, gestion, syndic, les néo-acteurs vont-ils perturber le marché? Voilà la question qui est posée en ce moment. Et pour animer cette conférence, je vais appeler Jérôme Révis sous vos applaudissements, qui est partenaire chez NCI. Je suis super exigeante pour les applaudissements. Il y a moyen de faire mieux. Allez, c'est la dernière. Voilà, bonne conférence. Et n'oubliez pas de mettre votre téléphone en silencieux. Merci Sandrine. Il ne faut pas exagérer non plus, hein. Je ne suis pas le pape de la PropTech. Alors, écoutez, merci en tout cas d'être ici présent pour cette conférence que j'ai intitulée « Transactions, gestion syndic, les néo-acteurs vont-ils perturber le marché ?» On a beaucoup parlé les années précédentes des néo-acteurs, plutôt des néo-acteurs de la transaction. Mais il y a des néo-acteurs dans d'autres domaines, notamment la gestion et le syndic. Et c'était un petit peu le moment de faire un bilan de ces néo-acteurs. Effectivement, alors qu'est-ce que j'entends par néo-acteurs ? Vous savez qu'en 2014, en Angleterre, il y a un nouveau modèle qui s'est lancé avec une start-up qui s'appelle Purple Brick et qui a proposé un nouveau modèle d'agence immobilière hybride. On est en 2014. Ici, au Salon Rent, nous avons vu ces nouveaux modèles arriver depuis 2013. Sur le marché français, beaucoup plus récemment, puisque je crois que la première start-up s'imposant comme une néo-agence est arrivée en 2016 avec Proprio. Et ça a ouvert la voie à d'autres domaines, dont le syndic et la gestion locative. Donc plusieurs startups sur ce créneau-là. Proprio, 2016, racheté cette année en 2022 par Casavo. Liberkeys, lancé en 2017, racheté en 2022 par Arkea. Haussmann, lancé en 2018 avec notre ami Stanislas qui nous racontera son histoire. Et puis des nouveaux modèles de e-buyer, Homeloop, qu'on a pu voir sur le salon. Et puis on a vu aussi des modèles arriver sur le syndic, Matera, Bellman, Homeland et Hello Syndic 2018. Donc voilà, toutes ces années-là ont vu fleurir des nouveaux modèles. Et la question que j'avais un petit peu en tête, c'est est-ce que ces nouveaux modèles ont pris des parts de marché aux professionnels ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce marché ? Est-ce que les acteurs traditionnels, dont nous avons 2 représentants ici, ont vu une menace ? Est-ce qu'au contraire, ils se sont inspirés de ces nouveaux modèles ? Et comment ces 2 modèles cohabitent-ils aujourd'hui ou vont-ils cohabiter dans le futur ? Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai invité avec moi Stanislas de Dinchin, qui est le patron d'Haussmann, lancé en 2018, la dernière néo-agence, je dirais néo-agence au service 5 étoiles, c'est ce que j'ai lu. Voilà, à prix fixe. Et puis j'ai invité aussi, si on peut mettre les micros des intervenants, merci beaucoup. J'ai invité aussi avec moi Christian Fabre, directeur général de Keller Williams France, lancé en 2017, donc une néo-agence qui s'est un peu développée peut-être, on en parlera. Voilà, 55 market centers en France, 3200 agents et un modèle un peu hybride entre le mandataire et l'agence traditionnelle. Mais on y reviendra tout à l'heure avec Christian. Stéphane Glucksmann, DGA de Citia. On ne présente évidemment plus Citia, mais il m'a rappelé tout à l'heure qu'il y a quelques années, Citia était encore qu'une néo-agence. Donc marque de référence, dont Century 21, Guy Hockey, Laforêt font partie de cette famille d'ailleurs. 23 500 collaborateurs, c'est ce que j'ai noté, 2780 agences en France et tous les métiers représentés. Et puis enfin avec nous, Ethan Koren, le patron fondateur de Hello Syndic, donc un syndic professionnel qui a la carte S, il nous expliquera pourquoi c'est important pour lui, lancé en 2018,
un peu plus de 500 copropriétés gérées, je crois que c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Ma première question, je vais la tourner à Stéphane Glucksmann. Quel regard vous portez, vous, sur ces nouveaux compétiteurs ? Un regard bienveillant. Le soleil brille pour tout le monde. Je crois que nous sommes tous dans nos vies d'entrepreneurs le résultat de néo quelque chose à un moment. Je te le disais tout à l'heure, Citia, il y a 32 ans, c'était une néo-agence. Dans le concept, dans l'idée de faire de la proximité, d'être là, présent. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des néo-agences ou des néo-acteurs. Keller, effectivement, il y a quelques années, était un néo. Alors, je ne sais pas si tu es encore néo ou plus néo. Mais voilà, en fait, bien sûr que les modes de consommation évoluent, il faut s'adapter. Nous nous adaptons pour que notre clientèle puisse aussi s'adapter. On va à la vitesse de notre clientèle. Donc voilà, nous on est en conquête de clientèle, bien sûr, comme tout le monde, mais à la différence d'un acteur qui pose sa plaque et qui part de zéro, il va en conquête. Donc il s'adapte tout de suite, il est up-to-date par rapport à la cible qu'il a. Nous devons respecter, on est un peu comme Tintin, pas de 7 à 77 ans, mais on a des copropriétaires, on a même des propriétaires en indivision qui sont jeunes, qui par héritage ont obtenu, donc il faut s'adapter à eux. Et puis il faut s'adapter à nos propriétaires qui ont 70, 80, 90 ans, voire centenaires. Et tu ne peux pas leur parler de la même façon, tu ne peux pas du jour au lendemain leur mettre les mêmes outils. On est d'accord que la digitalisation, je dirais, rendue de plus en plus active par l'arrivée du téléphone mobile, l'Internet, etc., depuis quelques années a un peu changé, je dirais, la façon dont on consomme l'immobilier aujourd'hui. Et c'est peut-être d'ailleurs un des sujets sur lesquels Haussmann a voulu rebondir, peut-être. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Haussmann s'est créé. C'est peut-être ça ? Je ne sais pas si on m'entend bien, ça y est, on m'entend. Bonjour à tous. Et, Jérôme, merci beaucoup de nous avoir invités à cette table ronde à laquelle je suis ravi de participer avec des invités de qualité. Et pour répondre à ta question, oui, effectivement, parce que les modes de consommation ont évolué, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire autour de la transaction immobilière. Donc, je pense que via tes questions, on sera amené à y répondre de manière plus précise. Mais très clairement, l'idée était de se dire comment on peut adapter à l'aune du digital la transaction immobilière aux besoins du consommateur actuel. Mais est-ce que ça veut dire que c'était mal desservi selon toi ? Non. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ? Alors, c'est une très bonne question. On ne pense pas que ça a été mal desservi jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez intéressant que l'Assemblée qui soit là sache que Haussmann ne s'est jamais construit en opposition aux acteurs traditionnels. On a beaucoup de respect pour ce que font les mandataires, comme pour ce que font les agents immobiliers traditionnels. Par contre, on n'a pas la même vision. Et notre vision, notre manière de voir le monde a été de se dire comment on repart d'une page blanche, avec beaucoup de simplicité, pour créer le service qui correspond parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur. Et la réponse qu'on a amenée à ça, c'était de se dire il faut deux choses. La première chose, c'est une qualité de service indiscutable et exceptionnelle. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait un prix juste et fixe. Et donc c'est ce qu'on a cherché à faire avec Haussmann. Donc l'innovation, elle réside plutôt dans le modèle économique, je pense, du mandat, plutôt que... Alors, pas uniquement, parce que ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est comment on a réussi à faire cette qualité de service et ce prix fixe. Prix qui est également plus juste, nous semble-t-il. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais si jamais on devait en retirer 4 grands enseignements, c'est que la première chose qu'on a mis en place, c'est le meilleur et un mix assez unique entre digital et humain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on croit, Haussmann n'est absolument pas 100% digital. On n'a jamais cru que dans l'immobilier, on pouvait ne faire que du digital. On pense que la transaction immobilière est un enjeu de vie bien trop important pour imaginer un process 100% digitalisé. Et donc l'idée d'Haussmann, ça a été de mettre le digital là où ça a le plus de valeur d'en avoir et de garder l'humain là où ça crée de la valeur d'en avoir. Donc ça, c'est la première chose. Le meilleur du digital et de l'humain. La deuxième particularité, c'est qu'on a mis en place une acquisition qui est 100% digitale. C'est-à-dire que nos agents immobiliers ne font pas de prospection. 100% des mandats qu'on signe proviennent directement d'Internet ou du bouche à oreille.
Deuxième élément qui est assez différenciant et assez innovant. Troisième élément, c'est l'obsession qu'on a eue pour automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée, de manière à faire en sorte que nos agents immobiliers puissent consacrer leur temps homme à ce qui crée le plus de valeur pour le client. Et le résultat de ça, c'est qu'on a aujourd'hui une productivité qui est de l'ordre de 10 mandats par agent par mois. Vous imaginez bien que c'est clé dans notre business model et dans notre capacité à devenir un jour rentable. Et puis le quatrième élément à avoir bien en tête, c'est que nous avons fait le choix, contrairement à d'autres, mais c'est vraiment un élément de vision, je pense que ça se discute, d'avoir 100% de nos agents immobiliers en CDI. Et avec un salaire fixe qui est plutôt élevé. Et ce choix qui a été fait parce qu'on pensait que c'est grâce à ça qu'on arriverait à garantir une qualité de service la meilleure possible et à lutter aussi à notre manière contre la précarisation qui peut parfois avoir lieu avec les agents immobiliers. Donc voilà quelques éléments clés d'innovation. Merci, merci beaucoup. Christian, il y a quelques années, on vous aurait considéré comme un néo-acteur aussi, on peut le dire, en tout cas sur le marché français. J'avais envie de vous classer maintenant plutôt dans les tradis. Ça veut dire que le modèle Keller Williams a si bien fonctionné, évolué, que maintenant vous êtes plutôt un acteur installé sur la place. Mais c'est quoi le modèle Keller Williams? Il me semble qu'il est assez éloigné du modèle tradi de l'agence. C'est pas un modèle de mandataire, c'est un peu entre les deux. Est-ce que vous vous considérez comme un nouvel acteur aussi Alors je vais essayer, Jérôme, de répondre à toutes tes questions, mais il y en a déjà deux que je voudrais répondre. La première, ma perception par rapport aux néo-agences et par rapport aux confrères qui sont autour de moi, je trouve ça très bien. Tu connais mon histoire, je suis informaticien de métier, donc la technologie, ça me parle. Et je pense qu'une industrie puisse innover, c'est une bonne chose. Après, en finale, parce qu'une industrie qui n'innove pas, c'est une industrie qui vieillit et qui pourrait peut-être même mourir. Mais après, en finale, c'est le client qui décidera. Est-ce que mon confrère à droite sera toujours là dans quelques années ou pas? Il sera peut-être même le leader de l'industrie. C'est les clients qui vont décider. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, oui, est-ce qu'on est nouveau ou pas nouveau, Jérôme? Alors, sur le marché français, oui, nous sommes arrivés en 2017. Nous avons tout de même aujourd'hui ouvert 55 market centers, 3200 membres, comme tu disais, 15 market centers qui vont ouvrir dans les prochains mois. Mais est-ce que ça nous classe dans les nouveaux quand nous représentons un groupe qui, lui, a été créé en 1983 par M. Gary Keller et qu'en vérité, aujourd'hui, la compagnie va bientôt fêter au mois de février l'année prochaine ses 40 ans et qu'il y a 1250 market centers ouverts dans le monde. Donc, nouveau peut-être en France, mais pas nouveau au niveau du modèle. Le modèle Keller Williams, c'est un modèle éprouvé, qui s'est largement enrichi au fur et à mesure des années, et voire même aujourd'hui des décennies, et qui, bien entendu, s'est modernisé, y compris avec la technologie, vu que M. Gary Keller est un fervent défenseur de la technologie, pour augmenter les agents, en aucun cas les remplacer. Alors maintenant, pour répondre encore mieux à ta question, effectivement, nos market centers sont des centres de formation et de services pour que, justement, le service délivré à nos agents et le service que nos agents délivrent à leurs clients soit de qualité. Parce que je suis désolé, je reviens encore là-dessus. On peut parler technologie tout l'après-midi, on peut s'appeler Pierre-Paul ou Jacques. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on satisfait nos clients? Alors pour satisfaire les clients, il faut quoi? De mon point de vue, de notre point de vue, c'est déjà avoir des agents correctement formés, d'où des centres de formation qui permettent d'atteindre cet objectif. Ensuite, de leur donner des outils, la technologie, mais bien d'autres également, pour développer leur carrière, parce qu'il y a un autre point très important à ce jour dans notre industrie, c'est l'entrepreneuriat. Nos agents veulent être des entrepreneurs. Beaucoup veulent peut-être être en CDI salariés, et ils ont tout à fait ce droit, et félicitations de leur proposer cette alternative. Mais moi, je connais des milliers d'agents qui aujourd'hui veulent être entrepreneurs, ne courent plus après un salaire, courent après un projet de carrière. Et donc, nous aidons à développer ce projet de carrière. Et quand, là, je ne peux que reporter ce que me disent les clients, récemment, on a été classé parmi les bonnes enseignes françaises en termes de satisfaction client. Quand des entrepreneurs qui ont ce mindset entrepreneurial, qui se lèvent le matin avec la volonté de réussir, tu vois, et ils ont été bien formés, les clients tout simplement disent « Waouh, on est content d'être en contact de Keller Williams pour nos projets immobiliers. » Voilà. 10 mandats par agent et par mois, c'est ce que j'ai retenu. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, non, je ne mens jamais. La moyenne de l'ensemble de nos agents n'est pas à 10 mandats. C'est moins? C'est une moyenne très acceptable. Les meilleurs en rentrent beaucoup plus. Les débutants en rentrent moins. Parce que nous avons également une particularité chez Keller Williams Jérôme, c'est que nous sommes passionnés de notre métier et nous permettons à des débutants de l'apprendre.
Alors effectivement, je ne vais pas dire à mon voisin que les débutants, dès le premier mois, rentrent 10 mandats. Mais quand ils sont bien formés, ils peuvent en rentrer beaucoup plus. D'accord, très bien. On a beaucoup parlé de satisfaction du client, justement, de techno, d'outils. Je vais m'adresser à Ethan, puisque c'est un petit peu sur ce constat de manque d'outils, de manque de satisfaction client que tu as voulu créer un néo-acteur du syndic. Alors, je ne sais pas si tu te définis d'ailleurs comme un néo-acteur, mais tu nous le diras. Qu'est-ce qui a été à l'origine qu'est-ce qui a motivé la création d'Hello Syndic? Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Le mot néo déjà, parce qu'on voit qu'on fait beaucoup d'allers-retours sur ce thème. Pour l'anecdote, c'est un mot latin, et donc c'est à la fois un mot qui évoque la nouveauté et qui évoque le passé. Et on voit bien qu'on est dans des cycles d'innovation avec des acteurs innovants qui à un moment deviennent un peu plus anciens, et l'innovation qui revient, et c'est excellent pour tout le monde. Nous-mêmes, on sera challengés un jour par des nouveaux acteurs, évidemment, et on en tirera le mieux. Alors, pour la petite histoire, en ce qui nous concerne chez Hello Syndic, on avait eu à la fois des expériences personnelles qu'on pourrait qualifier de critiquables dans le monde du syndic, et on dit ça avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on n'est pas là pour taper sur les syndics comme on peut le voir à droite à gauche. On est là pour améliorer la qualité de service, et c'est un métier qui a beaucoup subi, en particulier avec l'explosion des obligations réglementaires, avec, on l'évoquait tout à l'heure, les évolutions des modes de consommation et de communication des clients. On est autant de Facebook, autant d'Instagram, autant de TikTok, autant du SMS, de WhatsApp. Les gens veulent des réponses immédiates, et évidemment, ça challenge des modèles installés. Et donc c'est là où il y avait une brèche, et on s'est dit, en fait, ce changement dans le mode de communication, ce changement dans l'attente en termes de service, il vient percuter le syndic, et on a quelque chose à faire pour satisfaire nos clients. Donc avec mon associé, Mika, on a créé le syndic, avec un deuxième constat extrêmement important au-delà du mode de communication, c'est que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, le mode de gestion des immeubles est beaucoup plus qualitatif. Alors les gens payent beaucoup plus. Moi j'ai vécu à Atlanta, par exemple, des condominiums à Atlanta, vous avez des services administratifs, des services comptables, un suivi en live de toutes les interventions. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte qu'avec la technologie, vous pouvez à la fois simplifier des tâches assez chronophages, et je pense qu'ici au Salon Rent, on se rend compte que dans beaucoup de business, on a des optimisations comme ça qui sont permises par la technologie, et en même temps, on peut assurer une transparence qui est devenue absolument nécessaire dans le monde du syndic et qu'on propose nous à nos clients à travers nos outils digitaux. C'était un manque, selon toi, sur ce marché? Problème de micro. J'ai un nouveau micro. C'était un manque sur le marché pour une raison simple, c'est que le changement technologique et le changement dans le mode d'usage des technologies des clients est beaucoup plus rapide que les usages des collaborateurs et des entreprises installées. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a utilisé pendant 20 ans du courrier ou Outlook du jour au lendemain de se mettre à envoyer non pas 10 courriers, mais 150, 180 messages par jour. Donc il y a une tension entre les attentes des clients qui ont évolué très rapidement et un métier qui, lui, par la force des choses, met un peu plus de temps à évoluer. Et donc tous les acteurs traditionnels vont évoluer, et c'est là où je dis qu'on est très bienveillant, on n'est pas du tout là pour taper sur les uns ou sur les autres, mais c'est là aussi où ça crée une brèche et une opportunité pour des acteurs nouveaux d'aller un peu plus vite et de capter des parts de marché. Et donc la mauvaise publicité qui a été faite autour de Bellman, Matera, etc., est-ce que ça vous a pas fait un peu de mal? Alors, en termes d'activité, nous, pas du tout, puisqu'on est sur une année record en termes de croissance et que finalement, ça impacte assez peu le client. Cela dit, d'un côté, c'est toujours dommage d'avoir une image potentiellement négative véhiculée sur le marché, parce qu'il y a des accidents à droite à gauche, et en même temps, c'est la vie de l'innovation. On a des nouvelles entreprises qui se lancent, on peut tâtonner sur des business models, on a des échecs, on a des réussites, c'est ce qui sert à avancer. On est là, en tant qu'entrepreneur, pour créer, pour risquer avec parfois des échecs et parfois des succès. Stéphane, est-ce que de temps en temps, on se pose chez Citia en disant qu'est-ce qu'on fait mal et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire et comment est-ce qu'on s'en inspire? Comment on fait pour innover dans votre métier quand on est un acteur traditionnel installé avec une machine relativement lourde à porter? Est-ce que parfois vous faites ce travail de réflexion? Oui, au moins c'est pas très franc. fois C'est par pas jour. très franc. 30 à 40 fois par jour à peu près. Ah oui, donc c'est Minimum. Bien sûr, on ne peut pas rester inactif. On voit bien que tout ça, ça bouge.
on voit qu'il y a des attentes clients. Nous innovons. À l'heure actuelle, on doit avoir dans l'environnement d'Arche une centaine de développeurs qui travaillent pour faire évoluer nos logiciels, nos outils. Mais ce que tu disais est vrai, il faut aussi que nos collaborateurs s'approprient cette évolution. Il faut que nos clients, je le disais tout à l'heure, soient prêts. Ça fait des années que nous proposons à nos clients de recevoir leur convocation d'assemblée générale en recommandé électronique. Qui n'a pas pesté en se disant il faut samedi matin que je mette le réveil pour aller à la poste pour chercher un recommandé. Je ne sais pas qui m'a écrit. À bon sens, c'est encore mon syndic. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Pour autant... On peut les recevoir par email maintenant. Ils peuvent. Mais aujourd'hui, on a 35% de nos clients qui ont répondu favorablement au fait de recevoir la lettre recommandée électronique. Donc vous Ça veut dites... dire qu'il faut être en avance, il faut les outils digitaux. L'avantage d'être le plus ancien, d'ailleurs j'ai remarqué que ma photo est en noir et blanc par rapport aux autres, donc ça veut déjà dire... C'est pas volontaire, j'ai pris sur LinkedIn. C'est pas encore sépia, mais bientôt. Fais gaffe Christian, c'est pour toi la prochaine fois. Donc effectivement... L'avantage d'être un ancien, c'est qu'on a vu plein d'évolutions. Moi, j'ai connu ce métier, alors je suis un vieux con, hein, ça fait 37 ans que je le fais. J'ai connu ce métier où une convocation d'assemblée générale, ça tenait sur une page. Et un PV, ça tenait... le PV, on le rédigeait à la main dans un registre. Et quand les copropriétaires revenaient l'année d'après, on leur montrait le registre. On ne faisait même pas des photocopies, on leur montrait le registre. Bon, aujourd'hui, une convocation qui fait moins de 120 pages, on a parlé de rien. Donc il a fallu adapter nos outils. On va arrêter de décimer la forêt française pour envoyer du papier qui n'est même pas... voilà, donc on s'adapte, mais on va au rythme de nos collaborateurs, au rythme et aux besoins de nos clients. Voilà. Et justement, en termes d'adaptation d'outils, je voudrais rebondir là-dessus, puisque parmi vous, je crois que Haussmann, Keller et le syndic ont recréé des outils qui existaient sur le marché. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait. Si, alors, on a un moteur comptable, parce qu'en fait, il faut savoir de quel métier on parle. Si je reste sur la gestion de copropriété ou la gestion locative, une grande partie de l'outil, c'est de la comptabilité. Donc, il faut un outil fiable, parce que c'est plus notre argent, c'est l'argent de nos clients. Donc il faut être sûr et certain qu'on puisse représenter les fonds, que l'on puisse savoir et être sûr que les comptes soient justes, quoi, à la virgule voilà. près. Et donc pour ça, on a un outil qui est un moteur, qui est un vieux moteur. Mais l'avantage de ce vieux moteur, c'est qu'on sait qu'il fonctionne. On sait que c'est rustique, mais ça fonctionne, c'est compris de tout le monde. Et puis après, autour de ça, on est venu mettre des nouveautés, je disais, une centaine de développeurs aujourd'hui, sur le métier de la location, sur le métier de la transaction, sur les alertes, sur les fiches de visite d'immeubles. Aujourd'hui, tous nos collaborateurs font leur visite d'immeuble avec leur téléphone. Ils cliquent, ils font les photos, ils appuient sur un bouton. L'ensemble des copropriétaires reçoivent dans la minute le compte-rendu de la Donc la vous avez visite. vous-même recréé aussi des outils. Stanislas, je crois que vous-même avez aussi complètement recréé des outils qui existaient sur le marché. C'était quoi la motivation? Parce qu'a priori, on aurait pu prendre un outil du marché. Ouais, alors la motivation, c'était de créer les outils qui correspondent parfaitement à notre vision. En fait, la crainte qu'on avait, c'était d'utiliser des outils qui existent par ailleurs sur le marché et du coup de devoir adapter notre vision et notre manière de voir les process à ces outils. Donc pour nous, il était beaucoup plus smart et beaucoup plus cœur de métier d'aller recréer parfaitement ces outils pour qu'ils soient parfaitement adaptés à notre manière de voir nos process et notre vision. Et Christian, je crois aussi que tu as complètement repensé l'outil de transaction et de gestion. Oui, je pense que Gary Keller a donné au sein de la compagnie Keller Williams le top départ.
en investissant lourdement en technologie. Et effectivement, dans les différents pays dans le monde, et y compris la France, on n'en déroge pas. Nous investissons également beaucoup. Et je ne suis pas du tout étonné quand Stéphane dit que l'investissement du groupe Arche est important dans le domaine. C'est également important pour nous. Mais je dirais, tu vois, Jérôme, que peut-être quelque part, je ne voudrais pas te provoquer, mais le titre n'est pas bon. Voilà. Non, le titre n'est pas bon parce que si le titre c'était « Est-ce que la technologie est importante pour faire évoluer notre profession et servir nos clients ?» La réponse est oui, on est tous d'accord, il n'y a pas de désaccord là sur cette scène. Maintenant, je crois que j'aurais préféré un titre « Qu'est-ce qu'on peut faire pour servir encore mieux nos clients et faire évoluer la profession ?» Ça aurait été beaucoup plus passionnant, je pense, parce qu'il n'y a pas de clivage entre nous. Les clients choisiront s'ils veulent du full digital, s'ils veulent de l'humain. Nous pensons que le service l'humain est certainement le plus important. Donc, parlons de ce qui est important, faire évoluer notre profession et continuer à satisfaire la demande et les attentes de nos clients. Je crois que tu voulais réagir, Stanislas ? Non, je pense qu'effectivement, on est tous parfaitement alignés sur le fait que nous avons besoin de technologie pour faire évoluer nos métiers. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on ait tous exactement la même vision sur l'importance de ces outils au sein de nos métiers. Alors, tu ne le sais pas. Et ça, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être effectivement un débat sur quel est l'apport de ces outils sur l'efficacité de notre métier. Et en tout cas, ce que je sais, c'est ce qu'on pense chez Haussmann. Et chez Haussmann, on est absolument persuadé que le digital peut apporter beaucoup au service du client. Ça, c'est évident. Et que le clivage un peu à l'ancienne entre l'humain et le digital n'a plus lieu d'être. Il faut juste savoir choisir à quel moment il faut utiliser de l'humain et à quel moment il faut utiliser du digital. Et il nous paraît assez indiscutable qu'il y a plein de cas où le digital apporte plus de fluidité, plus d'efficacité, plus de transparence et qu'il faut savoir saisir cette opportunité. Donc on dit la même chose et attention, tu es en train de vieillir. Je suis ravi de savoir qu'on pense la même chose. Keller Williams est un très beau succès. Et oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste 2 remarques par rapport à ce que dit Christian et ce que dit Stéphane. Un, je suis très content si tu changes le titre de la conférence, qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle conférence, premièrement. Avec grand plaisir. Et la deuxième, c'est que quand même, je rebondis sur le terme perturber. Pas au sens négatif, mais on est parfois là pour secouer un peu les choses. Et quand je dis les choses, c'est le marché, c'est-à-dire à la fois les acteurs en présence, mais aussi les clients. Et je reprends ce que tu disais, Stéphane. Tu as 35% des clients qui acceptent finalement la version la plus digitalisée possible d'une convocation. C'est paradoxal. Je pense que tout le monde déteste recevoir un recommandé. À la limite, ils aimeraient bien recevoir un recommandé en version numérique et peut-être une version papier parce que tu aimes bien avoir le papier sur lequel tu écris, parfois quand tu es un peu à l'ancienne, et c'est le droit de certains clients. Mais chez nous, c'est pas 35%, c'est 75%. Et les clients, c'est les mêmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, c'est les mêmes parce que parfois, on peut un petit peu se les échanger, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait aussi évoluer le client. Et que parfois, le fait de changer de tête, de changer de marque, de changer de service, permet d'accélérer les choses. Et finalement, ça fait avancer tout le monde. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette notion de néo-acteur et dans cette notion de perturbation, au sens light du marché. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en tout cas, notre manière de voir les choses chez Haussmann, c'est pas tellement de se dire qu'est-ce que veut le client en termes de moyens, mais c'est plus quels sont ses besoins. Et ensuite, à nous d'apporter la réponse innovante à ses besoins. Parce que si on lui demande ce qu'il veut, bah oui, le client, très souvent, il veut ce qui se passait avant. Et donc, là-dessus, il y a une phrase qui est très inspirante, que vous connaissez probablement, d'Henry Ford, qui dit « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils auraient voulu, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. » On parle de l'inventeur de la première voiture. Et ça, je pense que c'est extrêmement inspirant pour bien se rappeler que l'innovation, c'est pas d'aller faire ce que le client veut, mais c'est d'identifier le besoin du client pour y apporter la bonne réponse. Ce qui est assez différent comme manière de voir les choses. Je pense, si tu permets, Jérôme, qu'au centre du débat, c'est pas ce que le client veut, c'est, dit autrement, ce sont ses attentes. Aujourd'hui, les clients, ce sont quand même pas des naïfs. Nous sommes en 2022, bientôt 2023. Ils savent que la technologie existe. Ça n'a pas été inventé hier matin. Ils savent que les données d'un bon agent immobilier, c'est de délivrer des datas et des comparatifs précis, rapidement, des informations et des conseils pertinents. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, ce que le client également, c'est de l'humain. Voilà, c'est être en confiance avec la personne qui va lui trouver le bien dans lequel il va faire vivre sa famille. Et nous sommes un métier où l'humain est incontournable et, je dirais, augmenté par la technologie. Voilà. Et tu as dit qu'il y avait de l'humain chez toi, je te dis, tu es en train de vieillir, fais attention.
Alors, je précise quand même quelque chose, ça a toujours fait partie de la vision d'Haussmann. Mais je pense qu'on est vraiment sur un métier très particulier et toutes les personnes qui sont dans cette salle le savent. La transaction immobilière est un enjeu de vie tellement fondamental qu'on ne peut pas imaginer que ça soit 100% digitalisé. En tout cas, c'est notre vision et donc je te rejoins là-dessus. Il y a besoin du meilleur du digital et de l'humain, ça nous paraît assez indiscutable. Nous, Citia rachète en moyenne entre 40 et 50 entreprises en France par an. Donc on a des très grosses entreprises, très structurées, où on a déjà beaucoup d'outils digitaux. Et puis on a aussi beaucoup de confrères qui ont fait leur vie professionnelle avec les moyens qui étaient les leurs et pour qui changer de système, changer d'outils, alors qu'ils n'ont pas la capacité. Nous, on a un regard à la fois parisien, à la fois d'entreprises structurées, avec des informaticiens, avec de la formation, avec beaucoup de choses. Mais beaucoup de nos confrères, aujourd'hui, ne sont pas prêts à passer ce cap du digital. Ce sont des investissements colossaux. Ce sont des gens qui vivent. Alors là aussi, je ne vais pas insister là-dessus, mais on ne va pas opposer les modèles de ceux pour qui gagner de l'argent, ça veut dire un résultat en bas, d'accord ? Et puis ceux qui sont dans un modèle qui, peut-être demain, gagnera de l'argent. Donc nous, on est sur un modèle très traditionnaliste pour que, effectivement, je peux vous assurer, je suis en train de faire les budgets de nos entreprises. Il n'est pas tolérable qu'une entreprise ne soit pas avec un résultat positif. Parce que c'est notre modèle. Et donc nos confrères qui sont installés en province, qui ont les mêmes clients que nous, ne font peut-être pas, effectivement, ou ne peuvent pas faire les efforts pour s'adapter à cette demande. Et c'est là où, effectivement, les néo-acteurs, alors j'aime pas du tout le terme néo, mais parce que ça symbolise aussi beaucoup de choses qui sont pas bonnes, mais les acteurs tels que, effectivement, vos entreprises, vos syndics, Haussmann et autres, vont faire évoluer parce qu'effectivement, la demande des clients va évoluer parce qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, on peut avoir des choses en ligne, on peut recevoir des informations immédiates et tout ça. Et donc, ils vont faire bouger le marché parce que nos confrères seront obligés demain de passer le cap. Et justement, donc, indirectement, on pose la question du financement en fait, de ces nouveaux modèles, Ethan et Stanislas. Comment on fait justement pour financer à la fois un nouvel outil, une nouvelle marque, l'acquisition d'un nouveau marché, pousser un nouveau modèle comment ça se passe pour financer tout ça ? Alors, je pense que du coup, Stéphane avait raison de parler de ces modèles qui sont en réalité assez différents, puisque une start-up dans un temps 1 n'a pas vocation à gagner de l'argent. Et donc, on lève des fonds pour aller vite, pour conquérir un marché rapidement et pour investir dans un certain nombre d'outils technologiques qui nous permettront de délivrer une meilleure expérience client. Pour autant, et ça c'est la vision d'Haussmann, il y a un écueil à éviter, c'est qu'une start-up qui ne gagnera jamais d'argent ne sera pas pérenne. Donc c'est un feu de paille. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Nous, notre vision a toujours été de se dire, pas tellement pour avoir du résultat au bas de la page, comme tu disais, mais pour se dire que tout ce qu'on a créé sera pérenne sur le long terme, de se dire, un jour, il faudra qu'on soit rentable. Et donc la question de la rentabilité s'est toujours posée. On a accepté volontairement pendant un certain nombre d'années de ne pas être rentable parce qu'on avait d'autres priorités, tout en gardant en tête la structuration d'un business model qui nous permettra un jour de l'être. Et on pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous d'orienter nos efforts vers la rentabilité. Donc on en reparle l'année prochaine au Salon Rent avec grand plaisir. On espère de tout cœur que ce sera chose faite. Ouais, en ce qui nous concerne, on va encore être d'accord, Stanislas, sans pour autant que nous soyons opposés aux acteurs plus traditionnels, mais effectivement, une start-up fait des arbitrages en termes de financement, en termes de dépenses, en termes d'accélération. Et en ce qui nous concerne, on a effectivement vocation à être le premier néo-syndic rentable. Et d'une certaine façon, on peut rejoindre le modèle traditionnel au sens où il y a une pérennité dans une boîte et c'est important d'atteindre la rentabilité pour autofinancer son entreprise, même s'il y a des moments d'accélération qui peuvent supposer beaucoup de dépenses sans pour autant faire n'importe quoi et piloter très précisément son entreprise et ses différentes unités économiques pour arriver à la rentabilité, c'est extrêmement important dans le lancement d'une start-up. Oui, Jérôme, je voudrais... Tu sais que ça m'a été mon métier pendant 18 ans de développer de la technologie. Et ils ont raison tous les deux, tu as raison de le préciser, la technologie coûte très cher. Voilà.
Développer la technologie, ça coûte excessivement cher. Et durant ce salon, j'ai rencontré vous, les acteurs immobiliers, qui êtes des personnes qui avaient des agences, de très belles agences, ou qui êtes des mandataires indépendants, qui aimaient votre métier, mais qui n'avaient pas forcément la capacité de faire ces investissements qui sont donc colossaux. Et la vision de Keller Williams, c'est de dire non, vous n'allez pas être, si on doit en arriver au thème exactement, vous n'allez pas être ni perturbé ni remplacé par les néos, bien que je leur souhaite beaucoup de réussite et ils prendront certainement une part de marché. Nous allons juste, la volonté de Keller Williams, et certainement du groupe Arch et d'autres compagnies, c'est de vous aider à continuer à faire le métier que vous aimez, de vous apporter les outils dont vous avez besoin et peut-être de devenir partenaire dans le futur. Voilà. Mais je crois que s'il y avait des gens inquiets dans la salle, ne vous inquiétez pas, la technologie ne va pas vous remplacer. Ou alors c'est que vous le laissez faire, mais la technologie ne vous remplacera pas. Les difficultés qu'on pourrait connaître sur le marché, à la fois parce que les taux d'intérêt ont augmenté, enfin on sait tout ça, mais aussi parce que peut-être les fonds d'investissement seront plus réticents à investir dans des modèles peu rentables à court terme. Est-ce que pour Ethan et Stanislas, ça ne va pas être une difficulté et est-ce que ça ne va pas vous pousser au contraire à essayer de trouver cette rentabilité à très court terme ? Alors, il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de ce qu'on appelle le marché du quick delivery, que tout le monde a vu. Il y a une douzaine de marques qui se sont lancées en Europe avec des publicités dans tous les sens pour de la livraison en 15 minutes. Effet Covid, changement des modes de consommation. Vous avez peut-être vous-même testé de la livraison en 15 minutes. Bon, c'est des modèles qui se cassent la figure. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on dépense énormément, on ne gagne pas assez en part de marché, et on a des fonds d'investissement qui ne suivent pas, et les fonds d'investissement ne sont pas là pour subventionner le paquet de pâtes que vous commandez. Et c'est exactement pareil sur tous les marchés. On arrive à un moment où on n'est pas là pour faire de la pub à tout va, et avec des financials qui sont mauvais. On est là pour avoir un modèle qui est structurellement sain, et c'est comme ça qu'on apporte de l'innovation sur le marché. Si chez Hello Syndic, on apporte de l'accompagnement, de la réactivité, de la transparence avec des nouveaux outils digitaux, c'est bien pour changer la qualité de service. Et si on veut le faire de façon pérenne, il faut qu'on ait un modèle rentable. Nous, on a un modèle qui est opérationnellement rentable. On a gagné 15 points de rentabilité en un an. Ça va être la même chose l'année prochaine. On va être rentable à partir de 2023. Et ça, c'est une condition nécessaire pour apporter de l'innovation pérenne sur le marché. Stéphane, est-ce qu'un modèle comme celui d'Hello Syndic, qui n'est pas très différent du modèle traditionnel, j'ai l'impression que c'est simplement une façon différente d'opérer le métier, est-ce que ça pourrait faire partie, par exemple, des cabinets que vous pourriez acquérir dans le futur ? On va prendre rendez-vous, Ethan. En tout cas, ça ne nous empêchera pas de déjeuner ensemble. Non, bien sûr. Chez nous, nous sommes curieux. On le disait tout à l'heure, Arch, ce sont des marques... comme La Forêt, Guy Hockey, Century 21, Nesten, mais c'est aussi un petit réseau de mandataires, de 200, 250 mandataires, que l'on a pris pour essayer de comprendre le modèle, pour essayer de voir si ce modèle, comment ça fonctionne, quels sont les outils, quelles sont les motivations, et se rendre compte que on n'a pas l'avantage d'être en France et des implantations dans toute la France. On a parfois des modèles qui sont fort urbains et on a aussi des besoins où à tel endroit on ne peut pas avoir une agence qui soit rentable avec des locaux, des collaborateurs. Alors nous on est sur un système uniquement de salariés dans la partie Citia. Donc il faut qu'on ait une certaine rentabilité une fois de plus parce que la rentabilité ça permet de payer les investissements mais ça permet aussi d'éviter la précarité de nos collaborateurs et de les inscrire. On a chez nous que du CDI, parce qu'on considère, un peu comme toi, qu'il faut rassurer nos modèles. Et donc le réseau de mandataires, il vient remplir un vide qu'il y avait. On a certainement pris un peu sur les notaires, sur le particulier, mais voilà. Donc Hello Syndic, pourquoi pas c'est un modèle... qui peut être à regarder. On regarde beaucoup de choses en ce moment dans notre environnement. On va faire des annonces par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas... Arch est un écosystème. On fait aussi bien de l'assurance. On est le deuxième courtier français en immobilier. On fait du diagnostic.
On fait du financement, on fait beaucoup de choses. Et pourquoi ne pas avoir dans l'écosystème effectivement une solution plus digitale, qui nous ferait aussi progresser sur nos propres outils. Quand je vous dis tout à l'heure qu'on a une centaine de développeurs, il y en a plus de la moitié qui viennent, qu'on a trouvé quand on a racheté Century 21. Parce qu'ils ont une structure où ils faisaient du développement. Donc on est venu s'enrichir et on s'enrichit de nos acquisitions. Donc on va le laisser être rentable et puis après on se reparle. Ça me fait rire parce que j'ai l'habitude de me prendre des volets de la part d'acteurs traditionnels. C'est la première déclaration d'amour que je reçois, donc je le prends avec une forme de tendresse. Jérôme, si tu permets, je voudrais rapporter l'expérience de Keller Williams. Tu sais, on rentre dans une période qui pourrait être légèrement perturbée, hein, pas perturbée par les néos, mais perturbée peut-être par l'état économique actuel. Et il y a eu déjà des crises. La précédente aux États-Unis, par exemple, a été très très rude. Et à l'époque, c'était dans les années 2008-2009, il y avait déjà besoin de technologie. La technologie n'est pas née hier. Il y avait besoin de services, de formation. Et les acteurs un peu plus faibles, moins organisés, avec moins de moyens, n'y arrivaient plus. Et donc, il y a plus de 50 000 acteurs immobiliers qui ont rejoint les market centers Keller Williams, qui étaient encore capables de leur délivrer ça dans ces périodes difficiles. Les market centers sont devenus un petit peu des zones de refuge et les gens ne sont pas repartis. Pourquoi ils ne sont pas repartis? Parce qu'ils y ont trouvé, exactement ce que dit Stéphane, un véritable écosystème où ils pouvaient faire tout type d'industrie immobilière, le résidentiel, le neuf, le viager, le luxe, etc. Mais également des filiales pour le financement, pour la gestion locative, etc. Et finalement, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir servir le client et de continuer à faire son métier. Et je souhaite à toute l'assistance, après j'arrête, que tout le monde puisse faire son métier sereinement et le plus longtemps possible. Merci beaucoup. J'ai juste une toute dernière question pour Stanislas. Je sais que Christian est très attaché au partage de mandats exclusifs. Est-ce que, par exemple, vous seriez amené à partager vos mandats ou à travailler en partage de mandats exclusifs avec des acteurs traditionnels? Nous, ça pourrait être avec plaisir. Il y a deux sens à ça. Le premier sens serait que les agents immobiliers traditionnels puissent profiter de la base d'acheteurs extrêmement puissante qu'on a créée sur les zones dans lesquelles on est. Et ça, il n'y a évidemment aucun problème pour ça. Dans l'autre sens, il n'y a également aucun problème. Le seul que je vois, c'est que nos commissions sont peu élevées. Et donc, je ne sais pas si ça intéressera les acteurs plus traditionnels. Mais à vous de nous dire. Parce que si ça l'est, on est intéressé. Alors, je dirais que, tout d'abord, quand on parle de fichiers partagés, on ne parle pas d'acquéreurs. Je ne vois pas pourquoi tu appelles d'acquéreurs. On parle de fichiers de mandats vendeurs exclusifs. Et deuxièmement, je dirais les honoraires limités au montant que tu annonces pour délivrer les services de qualité dont les clients ont besoin. L'avenir dira si tu peux les maintenir. Alors, sur ton premier point, ce que je voulais juste dire, on est bien d'accord sur ce que ça veut dire, mais pour ça, tu as besoin d'un acquéreur en face. Donc si vous mettiez à disposition les mandats que vous avez et que vous êtes prêt à ce qu'on apporte des acquéreurs pour les mandats que vous avez, nous, on serait ravis de le faire. Ce sens-là, ça s'appelle le partage de mandat exclusif. Mais tant pour les honoraires, je t'ai répondu, l'avenir nous dira. Bon, je sais ce que coûte délivrer des services de qualité. Je te souhaite d'y arriver dans les montants que tu préconises, mais vraiment, je te le souhaite. À toi de le démontrer. On en parle avec grand plaisir l'année prochaine à cette même conférence si elle a encore lieu. Jérôme, le rendez-vous est pris. J'espère que, en tout cas, cette conférence aura permis à ces 4 acteurs, chacun néo-acteur devenu peut-être un peu plus expérimenté en âge, eh bien, a pu permettre de se rapprocher. En tout cas, c'est le souhait que je formule aujourd'hui, puisqu'on est sur un marché qui est important, dans lequel les innovations sont nombreuses. Et je dis toujours que les acteurs d'aujourd'hui sont les anciens acteurs de demain. On a tous à s'inspirer des modèles, à la fois les nouveaux modèles s'inspirent des anciens pour essayer de faire mieux et progresser, et les anciens modèles peuvent s'inspirer des nouveaux modèles. Je pense que tout ça s'enrichit de manière fructueuse les uns les autres. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette conférence que vous pourrez retrouver en replay. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
avez marre des méthodes de prospection traditionnelles toujours plus chronophages qui génèrent de moins en moins de résultats? La stratégie conseiller influent est faite pour vous. Recevez directement sur votre téléphone des demandes d'estimation sur votre secteur. Qualifié par nos soins et transformé en rendez-vous vendeur directement pris dans votre agenda. Tout ce qu'il vous restera à faire sera de vous rendre en rendez-vous vendeur avec votre plus beau sourire. Rendez-vous au stand C66 pour découvrir la stratégie conseiller influent.